Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre qui s'intitule Au nom des livres et qui rassemble deux auteurs. Daniel Pénac, bienvenue et merci cher Daniel Pénac d'être avec nous aujourd'hui. Et puis Alessandro Barbalia, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons discuter ensemble des livres, de ce qui les fait, de ce qui les anime et puis de votre goût, Daniel Pénac, parce que c'est vous qui avez invité Alessandro Barbalia à venir. C'est votre coup de cœur et vous allez nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors je vais vous présenter chacun en essayant d'être brève pour ne pas qu'on entende trop ma voix qui n'est vraiment pas la plus intéressante de cette rencontre. Daniel Pénac, vous avez été professeur. C'est une expérience qui a nourri beaucoup votre écriture. Par exemple, quand vous publiez Comme un roman en 92, qui a été tellement important pour moi et qui parle du plaisir de lire. Vous avez écrit pour la jeunesse la série des Cabot-Caboche, L'œil du loup, Camo, et puis il y a eu cette saga incroyable évidemment qui a marqué les esprits, qui a marqué des générations de lecteurs, c'est la série des Malocènes. Moi je me rappelle avoir vu les folios avec leur couverture tellement attirante et leur titre tellement attirant quand j'étais petite sur les tables de chevet de mes parents et ils me disaient tu dois attendre encore un petit peu. Et puis enfin j'ai eu le droit et c'était tellement savoureux de vous lire. Donc voilà, vous connaissez tous cette saga des Malocènes. Au bonheur des ogres, La fée Carabine, La petite marchande de prose, Monsieur Malocène, Des chrétiens et des morts, Au fruit de la passion. Ça, c'est entre 1985 et 1999. Et puis en 2017, le cas Malocène 1, Ils m'ont menti. Et cette année, le cas Malocène 2, donc Terminus Malocène, qui, dites-vous, clôture les aventures de cette famille incroyable, je devrais plutôt dire d'ailleurs tribu incroyable des Malocènes. Et puis je précise bien sûr, mais vous le savez, qu'il y a eu d'autres romans, hors Malocène, Messieurs les enfants, Chagrin d'école, La loi du rêveur ou encore Mon frère. Et puis il y a eu du théâtre, des bandes dessinées, des albums illustrés pour les enfants, des scénarios de films aussi, dont certains étaient des adaptations de vos livres. Voilà une présentation brève et ramassée. Et je suis tellement heureuse de m'entretenir avec vous, Daniel Pénac, aujourd'hui. Alessandro Barbalia, vous êtes nouveau venu dans nos librairies en France, traduit de l'italien chez Liana Levi. Le premier roman qui est traduit cette année, c'est Le coup du fou, c'est l'année dernière d'ailleurs, paru aux éditions donc Liana Levi. C'est un superbe livre, je vais résumer vos deux livres tout à l'heure. En Italie, vous avez publié 4 romans. Et le dernier, c'est un roman pour la jeunesse, vous a valu le prix Strega pour la jeunesse, donc bravo, parce que c'est un prix absolument prestigieux. Et j'imagine qu'entre autres sujets, d'ailleurs, nous allons parler de jeunesse. Moi, j'adore la littérature jeunesse, je n'ai jamais arrêté d'en lire. Et je me réjouis de rencontrer des auteurs qui la pratiquent et qui se rassemblent autour d'elle. Alors, nous allons écouter des lectures qui sont faites par Olivier Martineau, qui est comédien, qui va lire pour nous des extraits des livres. Terminus Malocène et Le coup du fou. Terminus Malocène, je fais un très bref résumé. C'est un livre qui met en scène, comme chaque tome de la série, une aventure criminelle, une affaire criminelle. Il faut rappeler qu'au début, les Malocènes étaient publiés à la série noire, d'ailleurs, avant de passer dans la blanche, c'est ça ? Cette fois, c'est l'enlèvement d'un homme d'affaires, Georges Lapieta, qui avait d'abord été enlevé précédemment, vous vous en souvenez, puis qui est réenlevé, mais par un horrible méchant qui s'appelle Pépère, qui est un homme absolument épouvantable et qui lui aussi a une influence d'ailleurs sur les jeunes générations. Et l'enquête va être, comme d'habitude, menée au milieu de cette grande tribu malocène avec différents membres qui vont intervenir chacun dans son rôle. Et on se régale, bien sûr. Et nous allons écouter les premières pages lues par vous, cher Olivier Martineau. Merci beaucoup. Alors, Kébir, tu as bien fait le ménage? Comment Pépère peut-il faire si peur? Avec son petit cartable et sa voix douce, comment est-ce possible? On se pose la question chaque fois qu'on parle avec lui. Pas seulement Kébir, les autres aussi. Ça s'est passé comme tu voulais, c'est comme il faut? Vraiment gentil, sa voix, il te traite jamais, il te parle. C'est important le ménage, mon petit. Il explique les choses. Une chambre bien rangée, c'est une tête bien claire. Toujours, il explique. Un lit, par exemple. Tu fais ton lit au carré, après tu penses juste. C'est pas vrai? Après, tu peux plus te tromper, enfin moins. Il répète gentiment. C'est pas vrai, mon Kébir? Avec ce sourire de tous ses yeux, cette voix douce, cette vieille main qu'il pose sur ta tête et qu'il retire en te caressant l'oreille, on sent le froid de sa chevalière. Pareil pour les pompes bien cirées. Tu te regardes dedans, c'est net, c'est ta conscience, ça en installe. T'arrives, on voit tout de suite que tu te respectes et que tu respectes les autres. C'est comme pour les chiottes. Cette propreté-là aussi, il y tient, énormément. Tu sais, dans les toilettes, la petite phrase qu'on trouve quelquefois, on est prié de laisser ces lieux aussi propres qu'on veut les trouver en arrivant.
Des trucs du genre. Dans le rad d'Albert, dans les chiottes de l'oncle Albert, elle y était, cette phrase, tu te souviens? Tout le monde s'en souvient, forcément. C'était écrit gros comme ça. Tu sais ce qu'elle veut dire? On en apprend chaque fois un peu plus avec Pépère. Pourtant, on n'a pas l'impression d'apprendre. Il fait réfléchir, quoi. On avance en réflexion, un peu plus loin chaque jour. Elle veut dire qu'on pense vraiment aux autres. C'est vrai. Celui qui pisse sur la lunette, lui, il pense pas aux autres. Ah non. Il pense qu'à se vider et tant pis pour le suivant. Ou la suivante. C'est encore plus dégueulasse quand c'est une suivante. C'est vrai aussi, ça. Faut pas faire ça, Kébir. Non. Sans parler de l'odeur. Il a toujours quelque chose à dire en plus. Parce que quand ça stagne, tu vois, l'odeur, elle n'est pas seulement pour le suivant, elle est pour tout le monde. Et tout le temps, non? Si. Alors ce gars-là, celui qui pisse sur la lunette, je dis qu'il pense à personne. Je dis qu'il pense à rien. Mais à personne, c'est sûr. Il y en a que pour sa gueule. Vrai. La vie de famille, mon Kébir, ça marche pas comme ça. C'est tout pour Pépère, la vie de famille. Faut penser aux autres. Oui. Sinon, ça marche pas. Non. Si tu laisses la merde derrière toi, c'est pas possible que ça marche. Juste. C'est ce que je vous apprends depuis tout petit. Oui. Je vous ai même montré. Souvent. Oui, oui. J'ai payé de ma personne. Ça, on peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire, hein? Avec chacun de vous, j'ai payé de ma personne. J'ai mis la patience. Je vous ai tout appris et j'ai toujours vérifié que vous aviez pigé, non? Si, si. Et qu'est-ce que je fais là avec toi, mon Kébir, en ce moment? Là, ils sortent de la gare. Kébir a pris Pépère à la gare. On ne sait jamais d'où il vient. On sait juste où il arrive. Il arrive à la gare où il vous dit de l'attendre. N'importe quelle gare, ça peut aussi bien être une gare d'autobus. Il annonce la gare et l'heure. Il descend du train ou du bus. Il monte dans la voiture avec son petit cartable et on va où il vous dit d'aller. On ne sait jamais où non plus. Si on lui demande d'où il vient, au début, quand on n'a pas l'habitude, ça arrive bien sûr, il répond gentiment « Je t'en pose moi des questions qui fâchent » et on ne pose plus jamais la question. On parle de ménage, pas vrai? Tourne à droite, après tu roules 15 bornes. La prochaine à droite, ok. Bon, alors, t'as fait le ménage après le boulot? Eh bien, c'est-à-dire, t'as fait le ménage, Kébir? Il ne s'appelle pas Kébir, il s'appelle Marcel. Alors, Pépère l'appelle Kébir. Il n'a jamais compris pourquoi ça fait poil et Pépère, Marcel Kébir. De toute façon, Pépère n'est pas son grand-père. Il veut qu'on l'appelle comme ça, c'est tout. Papa, ça m'aurait fait chier, mais grand-père, j'achète. Ou Pépère, si vous préférez. J'ai toujours pensé que je ferais un bon grand-père. Les fils, non, pas de fils. On ne peut rien leur apprendre aux fils. Les petits-fils, oui, ça respecte. J'ai toujours respecté mon grand-père, moi. Il lève le doigt qui porte sa chevalière. Une bague lourde, longue, rectangulaire, toute la première phalange de l'annulaire, de l'or. C'est mon grand-père qui me l'a donné, mon seul héritage. Bon, mais là, on ne parle ni de grand-père ni d'héritage, on parle ménage. 4 possibilités, Kébir, 2 fois 2. Ou tu as fait le ménage, ou tu l'as pas fait. 2, si tu l'as fait, ou tu l'as bien fait, ou tu l'as mal fait. 2, total, 4. On est d'accord? Difficile de voir les choses autrement. Alors, compliqué à expliquer. Prends ton temps, mon petit, on a encore 14 kilomètres. Vraiment difficile à expliquer. Mais il me faut me le dire d'ici là, après ce sera trop tard. C'est avec des phrases comme celle-là que Pépère fait peur. Pourtant, c'est dit comme le reste, gentiment. Parce que moi, on m'a dit que tu l'as pas fait. Kébir n'a pas pu le faire, ce n'est pas pareil. Tu avais quoi à faire? Il restait l'escalier, nettoyer l'escalier, c'était pas la mer à boire quand même. Pourquoi il lui reproche ça? Il sait bien qu'on a été bousculé. Quelquefois, j'ai l'impression de ne t'avoir rien appris. Merde, Pépère, fais comme si rien de nouveau ne s'était passé. Ça me fait de la peine, Kébir, je te le dis franchement. C'est vraiment pas juste. Merci beaucoup pour cette lecture. Et donc, Le coup du fou, dont nous allons aussi entendre une lecture chez Liana Lévy. C'est une histoire assez incroyable, qui imbrique aussi, qui est tout aussi foisonnante que votre univers, Daniel Pénac. Je ne suis pas du tout étonnée que ce qu'écrit Alessandro Barbaglia vous plaise. C'est une histoire qui imbrique votre histoire personnelle, et notamment votre histoire avec votre père, celle du joueur d'échecs américain Bobby Fischer, et notamment son affrontement avec le joueur russe Boris Spassky lors des championnats du monde d'échecs qui ont eu lieu
à Reykjavik en 1972. Et ça a été un moment absolument épique qui nous tient en haleine pendant tout le livre. C'est-à-dire qu'on se demande vraiment ce que vont se faire comme coup ces deux joueurs, l'un est américain, l'autre est russe. Et puis vous ajoutez un autre duo dans ce texte qui vient faire écho à ce duo de grands maîtres d'échecs. C'est celui du combat mythologique entre Achille et Ulysse, avec qui vous voyez des points communs très bien vus. Donc nous allons également écouter une lecture du début de ce texte et ensuite nous allons commencer à discuter de l'écho qui existe entre ces deux romans. Bobby Fischer, né à Chicago le 9 mars 1943, mort à Reykjavik le 17 janvier 2008. J'ai passé les 23 derniers mois de ma vie comme un cheval, en le portant sur ma croupe. Je me levais le matin, il était là, je prenais mon petit déjeuner et il me regardait. J'allais aux toilettes et il me suivait. Bonne nuit, Bobby était la dernière chose que je disais le soir en fermant les yeux, pour les rouvrir le lendemain matin en expliquant à tout le monde que non, aujourd'hui je ne peux pas venir, excusez-moi, je dois rester avec Bobby. Je n'ai pas fait que ça, l'emmener à mon bureau et m'enfermer avec lui. Seul, mais en compagnie des dizaines de biographies qui me parlaient de lui. Des romans, essais critiques, documentaires, reportages, photographies achetées à prix d'or sur Internet, vidéos sur YouTube, entretiens, et de son hallucinant manuel de jeu, lu et relu. Je n'y ai jamais compris que dalle. D'après certains, il a été dans les années 70 l'homme le plus célèbre au monde. Je le crois volontiers. Pourtant, la façon dont il a réussi à devenir si célèbre en ne faisant que jouer aux échecs me paraît l'aspect le moins intéressant de sa vie. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par me convaincre que cette histoire ne pouvait pas commencer autrement, que c'est ça qui lui plairait, à lui aussi, trouver son nom tout de suite avant qu'il se passe quoi que ce soit, et le trouver répété plusieurs fois, Bobby Fischer, Bobby Fischer, Bobby Fischer. Je me suis mise en tête d'écrire un livre sur lui, mais c'était peut-être une excuse pour remettre certaines pièces à leur place. La première fois que j'ai entendu prononcer son nom, j'étais assis en tailleur sous une table du jardin dans un lieu qui n'existe plus, mon enfance. J'avais quoi, 5 ou 6 ans ? En tout cas, j'étais un enfant. Et autour de cette table sous laquelle j'étais caché pour jouer, quelques adultes dont mon père étaient assis. Je ne voyais qu'une forêt de jambes, une enfilade de genoux ronds et des chaussures bien entendu. Même si certains étaient pieds nus, ils se trouvaient dans le jardin de notre maison sur la pelouse en train de travailler. Et de parler d'un fou américain qui avait disputé un match d'échecs contre le champion du monde en titre, lequel était russe et donc garanti pur beurre, quelqu'un de bien. Chez moi, tout le monde était pro-soviétique dans les années 80. Dans ce même jardin, des guitares, 2 ou 3, surgissaient toujours après le dîner, avec des fiasques de vin rouge d'Émilie-Romagne, et les adultes chantaient à tue-tête Bandiera Rossa, Bella Ciao, l'Internationale, ou des chansons d'auteurs-compositeurs tristes, dont les Français avec leur air mollasson. Certains fredonnaient les Beatles, mais ils chantaient plus souvent du John Baez. Le ton était toujours très engagé, même dans les moments de détente. Un jour, un de mes oncles a chanté du début à la fin, sur un rythme de funérailles, Il Testamento di Tito, de Fabrizio De André. Un quart d'heure de transport lent, les yeux fermés. Soudain interrompu par une question, « Qui vous voulez libérer, Jésus ou Barabbas ?» Barabbas, ils se sont tous égosillés en levant leur verre. Même une voisine, qui n'avait rien à voir avec tout ça, est apparue à sa fenêtre juste à temps pour crier « Barabbas !» Sa petite voix aiguë et stridente a fait rire tout le monde, très fort, pendant longtemps. J'étais le seul à ne pas rire. Moi, par exemple, j'avais murmuré « Jésus ». Bref, autour de cette table, les grandes personnes parlaient de cet Américain qui s'était comporté en fou furieux avec le Russe, et moi, en dessous, entre leurs jambes, je jouais à mes propres jeux, mais invisibles. J'écoutais chaque chose, j'aimais beaucoup les écouter. Ils parlaient toujours de fous. Eh oui, on parlait toujours de fous chez moi, parce que chez moi, dans les années 80, la folie était chez elle. Merci beaucoup pour cette lecture. Et cette phrase que vous venez de lire, c'est un heureux hasard. C'était ma phrase d'introduction de cette discussion, puisque je me demandais, à partir de ce mot, la folie était chez elle, c'est pas difficile avec un père psychanalyste en même temps, mais
Est-ce qu'une bonne histoire, Daniel Pénac, est une histoire de fou? Puisque vous en écrivez, vous aussi, des histoires de fous, et c'est peut-être pour ça que vous aimez tellement ce roman, Le coup du fou. D'abord, ce roman m'a été conseillé par un ami qui m'a dit, tiens, enfin conseillé, à peine conseillé, il m'a dit, lis ça. Ça, c'est génial. On appelle un ça. ordre. Et c'est le vecteur naturel de la littérature, en réalité. Bien entendu, les livres nous sont conseillés par bon, la critique littéraire, la pub, la télévision, mais ce qui les fait vraiment circuler, c'est l'affect, l'estime intellectuelle, quelquefois le désir de séduction d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai lu les plus beaux livres de ma vie. Ils m'ont toujours été confiés par quelqu'un soit que j'aimais, que j'admirais, que j'estimais. Ça a été le cas avec le roman d'Alessandro. Alors oui, c'est une histoire de fou, mais l'histoire de fou, une fois qu'on a dit que c'était une histoire de fou, on s'arrête sur le sourire. Mais quand on analyse la folie en question, c'est affreusement tragique. C'était un enfant, Fischer, c'était un enfant autiste, en gros, qui... Alessandro, tu m'arrêtes dès que je dis des bêtises. No, meraviglioso, io sono incantato. Je suis enchanté. Alors, c'est un enfant autiste qui vit dans sa baignoire en buvant des bouteilles de lait, qui écoute 3 radios en même temps, qui se fait virer de l'école, qui est parfaitement asocial, et sa mère, qui ne s'en occupe assez peu, un jour, lui offre un jeu d'échecs. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Il enlève ce jeu d'échecs de son paquet. Il lit la notice. Et toujours dans sa baignoire, il s'installe et il se met à jouer contre lui-même. Et là, il trouve un interlocuteur infini avec la proposition de ces combinaisons totalement infinies, et il dialogue avec cet interlocuteur, il joue avec cet interlocuteur jusqu'au moment où la mère le sort tout de même de sa baignoire, l'installe, fait fréquenter des joueurs, qu'il bat très vite, et il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et là où cette histoire de folie devient une tragédie absolue, c'est qu'il devient champion du monde. Autrement dit, lui qui utilisait les échecs comme rempart contre le monde, et par les échecs, précipité au cœur du monde, sous le regard des 2 ou 3 milliards d'habitants qui habitaient en 73, on était 4, je crois, milliards, qui habitaient la Terre à ce moment-là. Et au cœur du conflit, de l'unique conflit planétaire de l'époque, qui était le conflit États-Unis-Union soviétique. Donc ce type représente les États-Unis dans ce qui pourrait être la 3e guerre mondiale, alors qu'il est fait pour vivre dans une baignoire en buvant du lait. Et là est la tragédie totale. Et Alessandro Barbaglia, en arrière-pays, alors moi personnellement c'est quelque chose qui m'a tout à fait touché, parce qu'en 73 j'étais à Soissons avec des enfants dont certains étaient sous surveillance judiciaire, qui ne voulaient pas faire grand-chose, et ce championnat du monde était tellement marqué, ça a marqué la terre entière, ce championnat du monde. Et il était tellement présent dans ce petit collège où j'enseignais, que nous avons avec mes élèves construit un grand échiquier géant, et qu'avec leur professeur de mathématiques, la première des choses qu'on a faites, on s'est dit on va en faire des joueurs d'échecs. Et à partir du moment où, en effet, ils ont été des joueurs d'échecs, ils se sont mis à travailler
à désirer faire fonctionner leur intelligence dans toutes les directions, en maths, en français, etc. Donc j'ai été touché aussi par ça. Mais le fond du roman d'Alessandro, après d'ailleurs je vais lui passer la parole parce que c'est ce rapport mythologique entre Achille et Ulysse, et c'est aussi une... ah, ça c'est très très touchant. Il entend son père, et le père est psychanalyste, le père d'Alessandro, et il entend son père parler sans être sûr d'avoir très bien compris. Enfin, il sent que Fischer est au cœur d'une réflexion que petit enfant il comprend pas très bien. Et ça, c'est l'autre aspect du livre qui est absolument bouleversant. C'est un chef-d'œuvre. Alors évidemment, quand un ami vous prête un livre, vous êtes toujours coincé en disant la barbe, si j'aime pas, on va s'engueuler. Non, tandis que là, non, chef-d'œuvre absolu. Merci beaucoup Daniel Pénac, vous en parlez merveilleusement bien. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai passé un moment de lecture incroyable en lisant Le Coup du Fou. Alors voilà, ma question pour vous, Alessandro, est la suivante. Comment est-ce que vous avez construit ce texte? On a effleuré cette question de la construction en 3 parties ou en 3 modules qui s'articulent les uns avec les autres, qui sont votre vie, votre enfance et cette relation à son père, ce père qui disparaît quand vous avez 12 ans, qui sont ce match d'échecs, cette partie d'échecs absolument dingue qui nous tient en haleine, où on se demande comment ces 2 hommes qui sont 2 cerveaux incroyables et de vie incroyables vont s'affronter l'un l'autre et quels seront les enjeux qu'a très bien décrit Daniel Pénac. Et puis, cette histoire mythologique qui fait surface et qui prend un écho tellement inattendu et tellement vrai et puissant dans cet affrontement. Comment avez-vous pensé cette histoire et articulé cette histoire? Beh, prima di tutto io vi ringrazio moltissimo e sono commosso e molto emozionato di parlare di questo libro a fianco a te, Daniele. È l'emozione più grande che potessi immaginare. Grazie. Bon, avant toute chose, je vous remercie et c'est une grande émotion pour moi, la plus grande que je pouvais imaginer, de parler de ce livre à côté de Daniel Pénac. E poi provo a rispondere. J'essaie de répondre maintenant. Io pensavo di raccontare solo la partita di scacchi del 1972 fra Bobby Fischer e Boris Spassky. Pensavo di partire da lì. Je pensais au départ partir simplement de cette fameuse partie d'échecs de 72 entre Bobby Fischer et Boris Spassky. Je pensais m'en tenir là. Perché mi interessava molto provare a raccontare qualcosa di microscopico, cioè di 2 tizi che si siedono a un tavolino e muovono degli scacchi. Qualcosa che non avrebbe avuto nessun tipo di impatto sulle nostre vite se non fosse capitato nel cuore della guerra fredda fra uno scacchista americano e uno scacchista russo. M'intéressait de raconter une histoire comme ça, microscopique, entre 2 types qui déplacent des pions d'échecs sur un échiquier, et une chose qui n'aurait eu aucune espèce d'importance ou d'influence si ça ne s'était pas passé durant la guerre froide et que les 2 joueurs étaient respectivement états-uniens et russes. E mentre racconto di Bobby Fischer e di tutte le sue ossessioni e di tutte le sue manie e di tutte le sue stranezze, beh, io mi rendo conto che o lo si può considerare banalmente pazzo, oppure si può cercare di indagare le ragioni di quella sua sofferenza, di quelle sue manie, di quelle sue stranezze. Et en m'intéressant au personnage de Bobby Fischer, à toutes ses étrangetés, ses manies, ses obsessions, je me suis dit qu'il y avait 2 solutions. Soit on en restait au fait qu'il était fou, soit on essayait effectivement de comprendre les raisons de sa souffrance et de savoir d'où venaient toutes ces manies et ces étrangetés. E la mia idea è che Fischer non fosse pazzo, ma fosse toccato dalla voce di un dio, il dio degli scacchi, ma fosse toccato dalla voce del mito, il mito di Achille, e che la guerra fredda fosse la riproposizione di uno scontro archetipico totale, cioè quello scontro ideologico e fisico che è stata l'Iliade. Et donc mon idée, c'est pas qu'il était fou, mais qu'il avait été touché par un dieu, le dieu des échecs, et aussi par le mythe d'Achille, comme si finalement la guerre froide n'était que la reproposition de cet affrontement idéologique total qu'avait été l'Iliade. E quindi mentre provo a descrivere quella partita, la guerra fredda,
entro nel mito e provo a descrivere Bobby Fischer come se fosse Achille, un guerriero violento, sanguinario, imbattibile, e il suo avversario, non il suo nemico, il suo avversario come se fosse Ulisse à questo punto, cioè Boris Spassky. Et donc j'ai eu envie de raconter cette partie d'échecs comme une réécriture finalement du mythe, et comme si d'un côté on avait Bobby Fischer en Achille, violent, sanguinaire, imbattable, et de l'autre côté un adversaire, pas un ennemi, mais qui représenterait Boris Spassky, qui représenterait Ulysse. E a quel punto, se quella partita di scacchi viene precipitata nel mito, ci riguarda tutti, ha a che fare con tutti noi, con la nostra radice più intima e più mitica. Et du coup, cette partie d'échecs, si on la ramène au mythe, elle nous concerne tous parce qu'elle va chercher dans notre partie mythique originaire. A quel punto però io avevo ancora una domanda a cui dovevo rispondere prima di iniziare a scrivere. E la domanda era: ma perché questa storia la devo raccontare io? Che cos'ha a che fare con me? Dove affonda davvero questa storia nella mia vita? Et donc il y avait encore une question que je devais me poser, c'est pourquoi je dois raconter cette histoire, quel est le rapport avec moi, quel est son rapport avec ma vie. E la ragione, come abbiamo anche sentito durante la lettura iniziale, è che io di Bobby Fischer sento raccontare da mio padre, che faceva lo psicologo, che ne parlava con i suoi colleghi, che erano tutti psicologi, psichiatri, neurologi. Ne sento parlare quando sono molto piccolo. E quando mio padre muore quando lui ha 42 anni. E quando compio io 42 anni, mi chiedo come sarebbe bello provare a dialogare con mio padre da coetanei, da adulti, una cosa che non ho mai fatto. E quindi ho detto, proviamo a dialogare con mio padre da coetanei su Bobby Fischer, su Achille e sulla follia. Et donc, mon père était psychologue, et j'en entendais parler en fait de cette histoire de Bobby Fischer par mon père, et qui en parlait avec ses collègues qui étaient tous psychologues, neurologues, psychiatres, etc. Et mon père est mort quand il avait 42 ans. Et quand j'ai eu à mon tour 42 ans, je me suis dit, qu'est-ce que ça serait bien de pouvoir avoir un dialogue avec lui d'adulte, chose qui évidemment ne s'est jamais produite. Et donc je me suis dit, tiens, ce livre, c'est une manière de parler avec lui de Bobby Fischer, d'Achille, de toute cette histoire. E il libro nasce così, con l'intenzione alla fine di provare a raccontare la storia di chi fa quella mossa del matto di tendere la mano verso un essere umano che sta affogando, verso un essere umano che sta precipitando in un abisso nero. A me piacciono gli esseri umani che tendono la mano verso altri esseri umani in difficoltà, e mi sembrava, la storia di Fischer in questo mi sembrava perfetta per provare a raccontare questo fatto così umano e così vivo. Et donc le livre naît comme ça, comme une histoire d'un coup du foudre, c'est-à-dire d'un être humain qui tend la main finalement vers quelqu'un qui est en train de se précipiter dans l'abîme. Et c'est toujours quelque chose qui m'a touché, c'est-à-dire d'aller vers quelqu'un qui est en difficulté. Et pour moi, l'histoire de Fischer, c'est vraiment ça, c'est un parcours d'une personne qui est en souffrance, en difficulté. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup être dans la fabrique des histoires. Et grâce à vous, Daniel Pénac, grâce à une phrase que j'ai pu lire dans Thermus Manocène, j'ai compris des choses sur l'écriture. Une phrase qui m'a réjouie et émue, je vais vous la lire. Assister à une lecture de C'est un ange. Donc C'est un ange, vous le connaissez, hein, c'est Seth, c'est l'un des personnages, des membres de la tribu Malocène. Assister à une lecture de C'est un ange, c'est s'offrir un billet d'entrée dans la tête de l'auteur. On y voit l'émotion se muer en intention, l'intention s'élaborer en pensée, la pensée fleurir en phrases, les phrases s'égrener en mots, dont certains, mais pas n'importe lesquels, s'offrent des floraisons spectaculaires. C'est magnifique d'écrire ça, Daniel Pénac. Et là, on est dans votre tête, on est dans la méthode d'écriture. Comment oui, parce que c'est comme ça que ça se passe. On n'est pas... C'est drôle parce que j'arrive même pas à le dire autrement. L'intention de l'écriture est une intention pieuse tant qu'on ne s'est pas mis au travail. On peut toujours dire j'ai envie d'écrire tel livre sur quelque chose, tel livre, etc. On peut aussi rassembler de la documentation, mais tant que ça ne se transforme pas en phrase,
pas seulement en incipit, mais en phrases, en son, en rythme sonore, tant que ça qui eux-mêmes vont... C'est vrai qu'il y a ce chemin entre l'intention, le ressenti, l'affect, l'élaboration par la pensée, ensuite la musicalité, ensuite il y a tout un parcours qui est celui de l'écrivain et qui est très loin à ce moment-là de l'élaboration, très loin du lecteur. Là, c'est quelque chose qui se joue entre la langue et nous pour produire du récit et que ce récit, si possible, porte un sens. Moi, je suis d'une génération où le sens était premier. Dans les années 80, on était en pleine influence structuraliste, le personnage était mort, l'anecdote n'avait plus lieu d'être, il n'y avait que du sens et la quête du sens. Et j'ai décidé, mais presque du jour au lendemain, après avoir moi-même écrit un essai d'anthropologie sur le service militaire, j'ai décidé de rompre radicalement avec cette doxa et de raconter des histoires. Comme un enfant a des enfants, ou comme un enfant a des adultes, ou comme un adulte a des enfants. Et cette description-là, c'est ça, c'est ce travail-là, c'est ce que je ressens quand je travaille, quoi. Et quelle est votre émotion? Moi, je fais partie des lecteurs et des lectrices qui ont eu un rapport comment dire, émotionnel fort avec la famille Malocène. Ils m'ont accompagnée, ils comptent pour moi, je les aime. Quelle est votre émotion à vous quand vous écrivez la Terminus Malocène et votre rapport à eux? Oh, c'est ce que j'éprouve en écrivant les Malocènes, c'est-à-dire que les Malocènes sont des personnages qui, pour beaucoup d'entre eux, viennent de personnes que j'aime, qui constituent mon entourage. Bon, bien sûr, c'est pas une transposition totale, mais ça peut être le son de la voix de telle jeune femme, le caractère explosif de Jérémie qui vient il y a une... Mais c'est comme si le réel, je veux dire, c'est pas de l'autofiction, mais le réel est un matériau. Un matériau comme pour un sculpteur. Ça, il y a des... Voilà, alors je prends... Et c'est ça, les Malocènes puisent beaucoup dans mon entourage et dans la vie en général. Et le fameux Pépère, c'est l'affreux esprit du temps en ce moment. C'est Oui, un abominable personnage qu'en italien on appelle nonnino. C'est encore plus doux, nonnino. Oui, et c'est un salopard de l'autre monde, évidemment. Pépère. Alessandro, il y a dans votre livre cette phrase. J'ai relevé des phrases dans vos livres parce que j'ai trouvé qu'il y avait des phrases qui venaient combler des questions que soulevait cette thématique de discussion. Vous écrivez « Les histoires existent parce qu'il manque des morceaux à la vie. C'est pour cette même raison que les rivières coulent. Il manque un morceau quelque part. Le terrain s'incline, permet à l'eau de glisser, de rencontrer la mer, qui danse avec ses vagues parce qu'il manque un morceau à la terre, la lune, et ainsi de suite. » C'est une façon de concevoir la littérature qui, comme la phrase que je viens de lire de Daniel Pénac, m'a, moi, en tant que lectrice, remplie d'émotions. Quel est votre... Daniel vient de nous dire comment lui écrit, quels sont les mécanismes à l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Io credo davvero che le storie esistono perché da qualche parte alla vita manca un pezzo. Je crois vraiment que les histoires existent parce que quelque part, il manque un morceau dans la vie. E le storie servono, a mio parere, insomma, secondo me, a riempire quel pezzo che la vita non ha. Noi lo riempiamo di storie, di meraviglia, di ipotesi, di possibilità. E forse è così che rendiamo la nostra stessa vita più vera. Et donc, je crois vraiment que les histoires servent à remplir comme ça de merveilles, d'hypothèses, de possibilités, finalement, des choses qui n'existent pas dans la vie. Quando ho provato a raccontare la vita di Bobby Fischer, che è una vita piena di buchi,
Lì dentro ci puoi entrare con le storie e puoi provare a colmare i buchi della vita di Bobby Fischer con delle possibili vite nuove, con delle possibili nuove idee, con degli possibili nuovi sviluppi. Et donc, quand je suis rentré dans la vie de Bobby Fischer, c'est une vie pleine de trous. Donc, il est possible de rentrer, d'essayer de boucher ces trous en inventant de nouvelles vies, de nouvelles possibilités, de nouvelles choses. E ogni volta che lo facevo, però, in realtà ero dentro i buchi della mia vita e stavo cercando di creare dei ponti, di passare sopra i buchi della mia vita, costruendo una nuova possibile storia che spiegasse a me la mia vita. Et donc, chaque fois que je faisais ça, en fait, c'était les trous de ma propre vie que je trouvais. Et donc, j'essayais de créer des ponts, en fait, entre ces trous. Et je trouvais de nouvelles possibilités de raconter justement tout ces choses qui n'étaient pas présentes dans ma vie. E forse la cosa che mi ha stupito di più, cercando di raccontare questa storia, è stato che Bobby Fischer, per il quale io ho una fascinazione, per il quale io provo affetto, è un essere umano spigoloso, noioso, antipatico. E come si può provare affetto per un essere umano così repellente? Et donc, quelque chose qui m'a frappé, c'est que moi, j'ai de la fascination pour Bobby Fischer, j'ai beaucoup d'intérêt pour lui, alors que c'est un être antipathique, ennuyeux. Et comment on peut faire pour être attiré comme ça par un être, finalement, qui est aussi repoussant? E mi sono accorto che il mio affetto nei confronti di Bobby Fischer era empatia per la sua sofferenza, empatia per le ragioni che l'hanno reso un essere umano così sofferente. E io adoro quando la letteratura ti permette di provare empatia per la sofferenza altrui. È un modo meraviglioso di vivere la vita tua, la vita di un altro e di provare a creare proprio l'empatia vitale sulla sofferenza e sulla possibilità anche di provare a fare un passo avanti nella sofferenza. Et donc, moi, je me suis rendu compte en fait que ce qui m'avait touché chez lui, c'est finalement une empathie que j'avais pour sa souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe quand effectivement la littérature, qui me plaît, quand la littérature permet de créer une empathie vers la souffrance de l'autre, et que la vie finalement permet la littérature permet de créer cette empathie vitale qui relie nos vies, notre propre vie à celle des autres. Poi adesso dirò una cosa che spero non sembri troppo azzardata. Je vais dire quelque chose que j'espère ne sera pas trop bizarre, hasardeuse. Io credo che la letteratura sia un gioco. Je crois que la littérature, c'est un jeu. E credo anche che gli scacchi siano un gioco. Et je crois aussi que les jeux d'échecs sont un jeu. E mi è piaciuto moltissimo provare a giocare a scacchi con la letteratura. Et j'ai beaucoup aimé jouer aux échecs avec la littérature. Ed è stato l'esperimento più serio che io abbia mai fatto anche come lettore, anche come lettore della mia vita. È stato un grande gioco che mi ha insegnato un pezzettino della mia vita. Et je pense que ça a été la plus grande expérience que j'ai fait comme lecteur, et en fait aussi comme lecteur de ma vie, d'apprendre à jouer, à regarder ma vie comme un jeu d'échecs. Eccoci. Merci beaucoup. Daniel Pénac, cette idée de morceaux qui manquent à la vie et qui viennent être apportés par le livre, chez vous, vous nous disiez à l'instant que c'était le réel qui rentrait dans vos livres, comme s'il y avait finalement des morceaux presque en trop, si je puis dire, ou en tout cas des morceaux que vous prenez pour les mettre dans vos livres. Il y a aussi beaucoup de questions de, vous le disiez, Pépère, c'est ces grands méchants, ces grands cyniques, Trump et tous ces affreux qui règnent aujourd'hui. Dans tous vos livres, il était question de faits de société, il était question de regard sur le monde, il était question de parentalité, il était question de ce qui nous arrive, de ce qui nous meut, de ce qui nous traverse. Comment est-ce que vous considérez justement le fait de faire de la littérature qui est à la fois touchante pour nous, qui nous amuse, qui nous apporte des amis, une famille, et en même temps d'aborder des questions plus sérieuses sur le monde, de manière peu sérieuse finalement. Enfin. C'est-à-dire que si vous écrivez une histoire, vous ne pouvez pas, en écrivant cette histoire, faire l'économie de l'ensemble des histoires qui s'écrivent sans mots autour de vous. Vous vivez dans une époque, au bonheur des ogres, je me souviens, la société a énormément changé depuis ça fait 40 ans que
que je fréquente les Malocènes, la société a énormément changé entre le Bonheur des Ogres, où il y avait un parti communiste qui avait fait une alliance extraordinaire avec le Parti socialiste, etc. Tous ces partis ont volé en éclats. Nous sommes... la technologie a entièrement changé. Nous sommes aujourd'hui effectivement à l'ère de la dématérialisation presque absolue, y compris dans le domaine de la communication. Je ne peux pas imaginer que ça ne se trouve pas dans le livre que j'écris au moment où je l'écris, bien sûr. C'est comme ça, c'est pour eux. C'est difficile de définir le roman. Le roman, c'est de l'eau. Ça s'infiltre partout. Que vous le vouliez ou non, ça s'infiltre partout. Ça envahit tous les champs du savoir, tous les champs de la sociologie, tous les champs de l'anthropologie, tous les champs de la psychologie. Mais c'est de l'eau. Là où, dans un essai, on tente de, comment dire, de concrétiser intellectuellement le réel, ce qui, vous savez, Lacan disait le réel, c'est ce qui cloche. Et les essais font en sorte que ça ne d'expliquer ce qui cloche, pas les romans. Les romans le révèlent, inondent le réel, et vous êtes, vous, lecteur et lectrice, de temps en temps, frappé par un petit machin qui dépasse et que vous appelez le réalisme de l'auteur. Il est question d'édition aussi dans votre livre, et vous parlez j'y pense parce que vous parlez de l'eau qui s'infiltre partout, vous parlez de cette tentation du scoop qui vient contaminer les rentrées littéraires ah oui. et arrive pour occulter le vrai rôle de la littérature. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est la même chose en Italie, Alessandro. Nous, dans la rentrée littéraire, au mois de septembre, tu as, je crois que cette année, ça n'a pas eu lieu, mais l'année dernière, l'année d'avant, tu as tout d'un coup un murmure, va sortir un livre extraordinaire. Et ce livre extraordinaire concerne quelqu'un qui va faire une révélation fracassante sur un truc peut être n'importe quoi, un truc de son enfance. Ce quelqu'un qui est déjà connu, mais que le public ne connaît pas, dont on ne livre pas le nom encore, a écrit un livre de dénonciation terrible parce que ses parents lui sautaient dessus à pieds joints dans son berceau. Par exemple. Et alors, on fait mariner le public, comme ça on ne sait pas qui est ce quelqu'un, on ne sait pas qui sont ces monstres, mais on sait que le bouquin va raconter tout ça. C'est-à-dire que l'édition française s'est mise au goût du journalisme le plus vulgaire en tentant de faire des scoops dans la rentrée littéraire. Alors évidemment, les auteurs qui comptaient, eux, être publiés dans les premières semaines du mois de septembre râlent, ils ne sont pas contents, ils gueulent, parce qu'ils disent qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça devrait être de la littérature qui sort. Non, 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 ce sont des scoops. Est-ce qu'il y a le même phénomène chez toi? Sì, credo di sì. Oui, je crois que oui. Credo di sì. E mentre ti sentivo parlare e raccontare, mi è venuta in mente una scena di Indiana Jones alla ricerca dell'arca perduta, che mi sembra descriva bene che cos'è un romanzo. Et pendant que je t'écoutais parler, m'est venue en tête une scène d'Indiana Jones à la recherche de l'âge perdu qui me semble expliquer assez bien ce que c'est qu'un roman. C'è Indiana Jones, Harrison Ford, che viene fermato da un predone del deserto con una sciabola. Donc Harrison Ford, Indiana Jones, s'est arrêté dans le désert avec un sabre. Il predone del deserto minaccia Indiana Jones con la sciabola facendo, come dire, delle acrobazie notevoli, facendo roteare la sciabola in maniera molto, molto vivace, molto veloce.
Et donc son adversaire se met à gesticuler avec son sabre en faisant des gestes extrêmement rapides, extrêmement vifs, dans tous les sens. E Indiana Jones lo lascia sciabolare nell'aria per 20 secondi Il le laisse faire pendant 20 secondes, Indiana Jones, e poi estrae la pistola e gli spara. et puis il sort son revolver et il le tue. Duello finito. E credo che il romanzo sia il colpo di pistola. Et je crois que le roman, c'est le coup de pistolet. Come dire, il modo in cui il romanzo viene lanciato dai media, dai giornali, sia il predone che fa girare. Et la je crois sciabola. que justement, les grands gesticulations avec le sabre, c'est la façon dont les médias lancent la littérature et les romans. J'aimerais juste, on m'a demandé de laisser la salle très bientôt, donc j'aimerais juste qu'on prenne un tout petit instant pour parler de jeunesse. Parce que vous êtes un auteur que j'ai lu enfant, qui m'a énormément touchée. Vous écrivez pour la jeunesse. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans l'écriture pour la jeunesse, dans l'importance de la littérature pour jeunes, de faire lire les jeunes générations, est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus crucial que jamais, Daniel Pénac? Oui, pour vous rassurer, quand je suis rentré dans ma première classe en 1969, c'était en 1969, première classe, j'entre dans la salle des profs avant d'aller dans ma classe, et qu'est-ce que j'ai entendu dire? La première chose que j'ai entendu dire, c'est « ils ne lisent plus ». Et la deuxième chose que j'ai entendu dire, c'est « le niveau baisse ». Oh, j'étais preuve. Alors je disais à mes collègues, mais non, le niveau étant une notion relative, c'est nous qui sommes d'excellents professeurs, qui sommes d'un tel niveau que le leur, les malheureux, nous paraît très bas, mais c'est bien sûr à cause de notre propre excellence. Alors je crois, tout à l'heure, donc avant de venir, on a vu avec Alessandro, il y avait une queue immense de gosses, des ados, 15 ans, 16 ans, comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette queue? Eh bien, ils allaient à la caisse. Alors, en fait d'enfance, de jeunesse qui ne lit pas, bon, cela dit, il y a en effet la crise des écrans, etc., etc. Mais je ne vois pas Christian Bobin. Moi je pense, évidemment, il faut penser, on a perdu des gens merveilleux là. Perdu Christian Bobin, Jean-Paul Capitani, le patron d'Actes Sud. Tous ces gens savaient ce qu'était le livre et savaient ce qu'étaient les lecteurs. Et dans les lecteurs, il y a les lecteurs, dont le nombre peut un peu baisser, et aussi les liseurs, qui sont d'autres types de lecteurs, non pas plus pointus, non pas plus sérieux, non pas plus intelligents, mais qui ont été avalés par la littérature, quoi. Et ça, je crois que cette proportion-là ne changera jamais. On aura toujours des lecteurs et des liseurs. Et je ne pense pas qu'il y ait... moi, je ne pense pas que la dématérialisation fasse disparaître la littérature. Voilà. Donc vous êtes rassurant. Je suis pas... Non, oui, je suis un peu... oui. Je suis peut-être pas très bien informé. Vous savez ce qu'on dit Le pessimiste est un optimiste bien informé. Mais non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. D'abord parce que à chaque fois que quelque chose a succédé à une expression artistique, on a prédit la mort de cette expression artistique. La photo succédante à la peinture, on a prédit la mort de la peinture. Le cinéma succédant à la photo, on a prédit la mort de la photo. La télévision succédant au cinéma, on a prédit la mort du cinéma. Les séries succédant au film, etc., etc. Et ça ne se passe jamais de la façon dont les pessimistes décident que ça se passera. Il y a en fait des cohabitations
entre des désirs pardon, qui sont des désirs très singuliers, qui, eux, ne meurent pas. Le désir de lire est un désir très singulier et qu'il est difficile d'abattre. Il commence le jour où, à l'école, un gosse à qui on montre que l'écriture, c'est des petits ponts, des ronds, des boucles, des barres, etc., c'est-à-dire rien de signifiant. Et puis tout d'un coup, on lui met 3 petits ponts, une boucle, un A, on lui dit c'est ma. Ensuite, on lui met ailleurs 3 autres petits ponts, une boucle, c'est man. Puis un jour, on les flanque l'un à côté de l'autre, et ça fait maman. Et l'enfant, qui considérait tous ces signes comme n'ayant absolument aucun sens, du jour au lendemain, d'une seconde sur l'autre, voit que ces signes associés, qui ne signifiaient rien jusque-là, désignent la personne qui lui est le plus chère, le plus proche. Et ça, c'est un voyage intellectuel. C'est le plus grand voyage intellectuel de notre existence. Tout le reste, c'est de l'aménagement du territoire. Le goût de la passion de la lecture commence là. Et je ne vois pas qui aura raison de ce petit moment de découverte que les signes ont du sens, que ce qui ne ressemble à rien raconte la réalité telle qu'elle est. Je ne vois pas comment on pourra en finir avec ça. Merci. Alors, je crois qu'il faut libérer à -10. On m'a demandé la scène. Donc, on a dépassé de 3 minutes. Mais je vous remercie infiniment tous les deux pour cette discussion passionnante. Évidemment, lisez, on leur a suffisamment dit, hein, je crois, Le coup du fou d'Alessandro Barbalia. C'est chez Liana Levy et Daniel Pénac, Terminus Malocène. Mais vous pouvez, j'ai vu qu'il y avait tous les folios avec leur couverture incroyable sur le stand Folio Gallimard. On peut vous retrouver en dédicace maintenant, peut-être, sur vos stands respectifs, donc, qui sont l'un à côté de l'autre d'ailleurs. Folio Gallimard et Liana Levy sont juste à côté là-bas. Hein. Vous les trouverez sans problème. Et j'oublie aussi un détail important, mais si vous voulez écouter d'autres lectures d'Olivier Martineau, vous pouvez aller ce soir à la Maison de la Poésie pour écouter Dominique Bonnat, l'écouter lire Dominique Bonnat, et puis à la maison de Julien Gracq, vous lirez le 15 mai à la Maison de la Poésie également. Voilà, je vous remercie beaucoup tous les 4. Merci pour l'interprétation qui était impeccable. Merci pour la technique formidable. Les micros marchent bien, on est très heureux. Et merci à tous pour cette discussion.